Il y a ce livre que j'avais adoré lire il y a quelques années, You're Never Weird on the Internet de Félicia Day. Félicia Day, c'est une actrice. Alors tu verras peut-être pas sa tête quand je te dirai son nom, mais je suis sûre que si tu la vois, si tu vois une image d'elle, tu diras ah oui, je la connais. You're Never Weird on the Internet, c'est tu n'es jamais bizarre sur Internet. J'avais adoré ce livre parce que il brosse un petit peu le monde de l'Internet tel qu'il était. Et attention, hein, c'est pas une histoire de nostalgie, mais quand même un petit peu. Le monde qui est tel qu'il était avant l'Internet d'aujourd'hui. Donc dans l'Internet où il n'y avait pas trop de vidéos, où il y avait des gifs douteux, beaucoup de forums. Internet est arrivé dans ma vie à l'âge de 15-16 ans. Je me souviens d'avoir fait un exposé à 15 ans en troisième devant mes compères de collège et de leur expliquer ce que c'était un emoji en leur faisant sur le tableau noir à la craie un 2 points et une parenthèse et en disant « Regardez, tournez la tête !» Tournez bien la tête et vous allez voir quelqu'un qui sourit. Voilà. C'était donc en 1999, je crois à peu près. Oui, c'est ça. Et je trouve qu'il y a ce côté vraiment, quand tu as connu l'Internet à ses débuts et que tu as vu toutes les mutations qui se sont produites par la suite, l'explosion des réseaux sociaux, le changement de culture. Aujourd'hui, une entreprise ou une institution qui n'a pas un compte Facebook, c'est anormal, alors qu'en fait, il y a eu un moment où c'était impensable et qu'il fallait accompagner le changement. Quand tu repenses à toute cette période-là, je trouve que ça a un côté vraiment un peu dinosaure, mais bon, si tu es de la génération Y ou X, peut-être que tu verras ce que je veux dire en fait. Et si tu es plus jeune ou plus âgé, ben voilà, je te souhaite peut-être un jour de visiter un musée avec vraiment une immersion de comment était l'Internet d'avant. Encore une fois, peut-être que j'ai un petit côté nostalgie parce que bon, c'était quand même assez nul d'aller sur des sites Internet où t'avais pas de vidéo. T'avais juste des pauvres images basse définition. Il y avait quand même beaucoup de problèmes d'accessibilité sans doute, avec des polices illisibles sur des fonds, avec des images un peu à l'esthétique un peu discutable. Mais ça avait un côté rafraîchissant en fait. Tout était nouveau. Et c'est ce que Félicia Day souligne dans son livre, où Internet est vraiment une fenêtre ouverte sur le monde qui n'existait pas avant. Parce qu'avant, la fenêtre ouverte sur le monde, c'était la télévision, et que la télévision, ben, tu peux lui parler, elle va pas te répondre. Tandis que là, tu pouvais te connecter à des gens qui n'habitaient pas forcément dans ta ville, mais qui pouvaient avoir les mêmes centres d'intérêt que les tiens, avec qui tu pouvais vraiment discuter. Et c'est vrai que souvent, on entend tu es les 5 personnes qui t'entourent le plus. Je sais pas si c'est vraiment vrai. Parfois, tu peux avoir des centres d'intérêt qui ne sont pas ceux de ton entourage. Et pour les développer, ben, ça peut être utile de se connecter à des gens qui les partagent. Et moi, personnellement, mon expérience avec Internet, c'est ça. Mes débuts sur Internet, c'est j'ai envie de poster des textes, de les partager à des gens, et peut-être que je vais trouver des lecteurs, lectrices qui vont les lire, qui vont les commenter, qui vont être un peu sur la même fréquence que la mienne, et avec qui je vais pouvoir échanger. Donc j'ai commencé à 20 ans sur une communauté en ligne à poster de temps en temps des petits textes. Et ça m'amusait, vraiment ça m'amusait. J'avais des retours et je trouvais ça chouette. Alors même qu'autour de moi, personne ne lisait ce que j'écrivais. Je veux pas décrire Internet comme comme quelque chose d'idéal et tout. Je pense que c'est intéressant, ces dernières années, on a eu cette espèce de désillusion ou peut-être l'utopie de départ d'Internet, le projet de départ d'Internet. On s'est rendu compte que il y avait en fait par le modèle économique qui s'est mis en place sur Internet notamment, d'autres problématiques en fait, d'autres questions qui se posaient. J'avais fait quelques vidéos sur l'économie de l'attention, sur ces sujets il y a quelques temps, au début de ma chaîne, enfin plus au début de ma chaîne. Je trouve que c'est des questions qui sont intéressantes, fondamentales. Aujourd'hui, tu peux te dire, Internet, c'est un passage obligé quand tu crées. Parce que c'est une vitrine
et c'est ce qui permet de faire connaître ton travail, de trouver des personnes, de te connecter à des personnes qui vont pouvoir être intéressées et qui sont pas forcément à proximité de toi. Et donc tu peux avoir cette promesse qu'Internet va t'ouvrir des portes. Pour moi qui suis dans l'aventure de créer un business en ligne, et il y a plein d'interrogations, de questionnements, de nuances que je peux apporter à ça, parce que de plus en plus je me dis mais Internet c'est pas forcément un passage obligé. Tu peux aussi faire des choses avec des humains en chair et en os. Moi personnellement du coup, dans mon expérience, je me pose régulièrement la question de est-ce que je vais finalement pas revenir à ça, ou trouver une façon de faire les choses de manière hybride, parce que de plus en plus on voit justement ce mouvement vers les entrepreneurs ou entrepreneuses en ligne de revenir à des choses qui sont hybrides, qui sont un mélange de je te propose des solutions en ligne et puis en même temps je te propose des solutions en réel. Il y a un vrai débat là-dessus. Je pense qu'il peut y avoir même un débat à un niveau philosophique là-dessus, mais c'est une question en tant que créateur ou créatrice ou en tant que personne qui a envie de valoriser son travail ou ses expérimentations, de se dire est-ce qu'il faut que je partage sur Internet ? Ma réponse c'est pas forcément. Ça dépend de là où tu en es dans ton projet, de tes envies. Peut-être que tu as envie de créer pour ton plaisir personnel et que ça t'amène pas forcément à vouloir partager avec les autres. Peut-être que tu as envie de faire ça pour ton plaisir personnel et que justement tu as envie que ça soit un moyen de te connecter à d'autres personnes qui partageraient les mêmes activités que les tiennes, les mêmes intérêts que les tiens. Peut-être que tu as un projet, tu auras envie en fait de commencer à construire quelque chose qui irait au-delà de ton activité perso, et du coup Internet peut être une façon de commencer à construire des relations avec les autres, une communauté, une audience, ou peut-être, quel que soit là où t'en es, tu n'as pas envie de partager sur Internet, et je trouve que tu peux faire des choses très bien en dehors d'Internet. Je le redis, c'est pas un passage obligé. Quoi qu'il en soit, même si ça peut être un très 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 vaste sujet, aujourd'hui, j'avais envie de te partager mes petits conseils avec ma modeste expérience. Moi, j'ai commencé à partager des choses sur Internet quand j'étais donc assez jeune, de manière très sporadique, vraiment en dilettante. Tiens, je partage ça. Au début, donc sur une communauté. Ensuite, en 2009, j'ai créé mon premier blog perso qui s'appelait Magouille, qui est en fait mon surnom dans la vraie vie, que me donnent mes amis. Et en fait, voilà, je partageais pareil des choses. J'avais pas cette ambition d'être lue, j'étais pas du tout lue. C'était une façon comme une autre pour moi d'avoir une activité d'écriture, de partage, de création, et ça me faisait du bien. J'avais fait des petits blogs comme ça, de ci, de là, avant ce blog-là, mais là, celui-là, quand même, je l'avais... il était lié à mon cœur et j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose qui me tenait à cœur. Encore une fois, j'étais pas du tout régulière et j'ai commencé à être régulière sur Internet quand je suis partie vivre aux États-Unis et que là, j'ai commencé à vraiment prendre en main un projet et vouloir le chouchouter, le bichonner, le développer, et où j'ai commencé à être assidue, à développer une forme de fidélité créative. Et à partir de là, j'ai pas arrêté. J'ai continué à écrire régulièrement sur mon blog. Après, régulièrement, la régularité, voilà, c'était ma régularité à moi. Il y a des gens qui sont plus réguliers, plus assidus. J'ai commencé à vraiment encore passer à la vitesse supérieure quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, et que là, pour moi, ça a été le coup de cœur de faire de la création vidéo, et j'y pensais tout le temps, et que j'étais vraiment connectée à ça, et que j'avais vraiment des envies fortes là-dessus, de proposer, de poster régulièrement. C'est ce que j'aimerais faire avec ce podcast, essayer d'être régulière. Je sais pas encore quelle régularité vraiment il aura. Pour l'instant, je me dis, tiens, ça pourrait être une fois par semaine. Est-ce que je peux vraiment tenir ce rythme ? C'est pas forcément facile. Quand t'as une vie à côté et plein d'autres choses à assurer, bah du coup, avoir une régularité, c'est pas forcément facile. Mais c'est mon premier conseil. Si tu veux partager sur Internet, il faut que tu arrives à trouver ta régularité à toi. Il n'y a pas de bonne régularité, parce qu'il y a des gens qui vont dire il faut que ce soit tous les jours, d'autres qui vont dire il faut que ce soit toutes les semaines. En fait, tout dépend de ses objectifs à toi, de ton projet. Donc je pourrais pas te dire, il n'y a pas une règle absolue. Il faut aussi que tu trouves ce qui est durable pour toi, ce qui est tenable dans le temps. Et
ce qui va permettre aussi de ne pas te cramer. Parce que le burn-out créatif est un vrai sujet. Je crois que c'est important peut-être parfois de se dire « Ok, je calme mes ardeurs, mais je pense à l'avenir. Je pense au moment où j'aurai envie peut-être de souffler, de mettre les choses en pause. » C'est important. Moi, j'essaie de définir ma régularité en me disant « Qu'est-ce que je suis capable de produire avec un coup d'avance ?» Je m'explique, c'est que j'essaie d'avoir une espèce de coussin de sécurité où je me dis j'écris plus ou je crée plus que ce que je ne partage. Et l'idée, c'est pas de tout mettre en mode brouillon et de rien sortir, parce que du coup, tu pourrais rentrer dans le truc inverse de te dire bon, bah, je crée pour plus tard. L'idée, c'est de trouver la juste régularité pour toi, en te disant je vais pas avoir ce côté page blanche où je suis au pied du mur et je sais pas quoi créer. Je garde un coup d'avance aussi pour ma sérénité mentale. C'est ce que je fais avec la lettre créative par exemple, où j'écris plus de lettres créatives que ce que je publie. Donc les semaines où j'ai envie de souffler, où j'ai envie d'arrêter, il y en a en fait. Il faut pas que si tu reçois la lettre créative toutes les semaines et que tu te dis mais comment Magali fait pour écrire toute la lettre créative toutes les semaines, mon secret c'est que j'écris normalement toutes les semaines, mais il y a des semaines où j'écris pas. Il y a des semaines où j'écris des choses, mais c'est pas ce que je vais publier. Et je vais avoir une lettre créative prête dans les cartons et c'est elle que je vais envoyer. Je crois qu'il faut couper avec cette idée de, comme c'est Internet, il faut que je sois dans l'immédiateté. Et je crois que tu peux trouver un certain confort aussi personnel à te dire, ok, je laisse parfois certains trucs décanter et je le partagerai après. L'autre conseil que j'aurais à te donner, c'est de choisir un endroit, un seul. En tout cas, si tu démarres, de choisir un endroit et de te concentrer sur celui-là. Très souvent, on peut se dire, il faut que je sois partout, il faut que je sois sur tous les réseaux sociaux, il faut que j'ai un super plan et que on me voit. Moi, j'ai essayé de raisonner comme ça au début et j'ai trouvé je me suis beaucoup plus développée en me concentrant sur une plateforme ces dernières années qui a été YouTube. On me dit souvent pourquoi tu vas pas sur Instagram, et j'ai essayé Instagram. Ça veut pas dire que j'y retournerai pas un jour, mais pour l'instant j'ai tout mis en post sur Instagram parce que j'ai choisi de me concentrer sur une plateforme. Et plutôt que de pas réussir à avoir de l'attraction partout, j'essaie d'être sur une plateforme, de la comprendre en profondeur et mon temps de cerveau, de l'allouer à la création sur cette plateforme. Ça ne veut pas dire que je fais pas d'autres trucs à côté, mais en tout cas, je donne la primeur à cette plateforme. Ceux qui réussissent, tu les vois peut-être partout, mais eux, ils sont bien rodés. Ils ont des années de pratique derrière eux. Ils ont peut-être même aujourd'hui une équipe qui les aide dans la création de contenu. Donc, vois avec ta stratégie et tes affinités l'endroit sur lequel tu as envie de planter ton drapeau et d'essayer de partager des choses. Et puis par la suite, tu pourras ajouter des briques. Tu pourras peut-être essayer d'aller sur une autre plateforme, mais ne mute pas trop tôt, en fait. Ne te reconvertis pas trop tôt. Sauf si c'est un élan des cœurs où tu dis non, cette plateforme ne me va pas du tout, donc je vais essayer une autre plateforme. Mais ne le fais pas en jetant l'éponge directe en disant ça marche pas, parce que sur chaque plateforme sociale, ou même si tu as un site, derrière ta visibilité, elle est régie par des algorithmes. Et même si on ne pourra jamais comprendre véritablement les algorithmes, ta compréhension de comment la plateforme marche, ou en tout cas ce que les utilisateurs ou les utilisatrices de cette plateforme aiment, attendent, combiné à ce que toi tu as envie de partager, de créer, de la petite touche que tu as envie d'apporter sur cette plateforme, trouver cet équilibre-là, c'est tout un apprentissage. Et il faut te laisser le temps de cet apprentissage aussi. L'autre conseil que j'aurais à donner, c'est de dépasser ta peur. Oui, ça fait peur de partager sur Internet. Ça fait peur. Ça peut nous ramener à des expériences peut-être traumatisantes d'humiliation publique, mais voilà, que t'as pas forcément envie de revivre, ou ça peut t'emmener à... Il paraît que c'est hyper commun pour tout le monde d'avoir cette peur de parler, de prendre la parole en public. Il paraît que c'est une peur en fait qui est plus forte que pas mal d'autres peurs. Et moi, ce que je veux te dire pour te rassurer, c'est que ta peur, oui, elle est peut-être là, mais
de l'autre côté de ta peur, tu le verras, il se passera pas grand-chose. Quand tu commenceras à partager des choses sur Internet, tu verras, il ne se passera rien. Bien souvent, il ne se passera pas grand-chose, en tout cas. Peut-être que tu vas essayer de promouvoir ce que tu fais auprès de ta famille, de tes amis, de ton entourage, et qui vont essayer de te soutenir au début, de liker ce que tu fais. Mais s'ils n'ont pas d'affinité avec ce que tu partages, ils vont pas rester. Ça sera pas eux, ton public. Et ce public qui n'existe pas encore, il va falloir que tu le composes, que tu ailles le chercher au fil du temps. Et ça, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas au premier partage. Et je trouve que c'est assez réconfortant parce que du coup, c'est ce qui peut te motiver à contourner ta peur. Ça peut peut-être faire peur d'ailleurs qu'il se passe rien, mais moi je trouve que c'est assez encourageant parce que du coup, il se passe... tu vas pas avoir de haters, de trolls qui va débarquer tout de suite en disant que c'est nul ce que tu as fait. Donc tout ce que tu peux te dire, ou en tout cas ce qui peut t'empêcher de partager, où tu te dis peut-être que les gens vont trouver ça nul, je te rassure en fait, au pire de pire, ils vont pas être intéressés, ils passeront leur chemin, ils scrolleront sur leur feed et ils passeront à autre chose, ils iront voir autre chose. Mais du coup, c'est une occasion pour toi de te dire, je commence et je vais m'améliorer petit à petit, mais il n'y a pas de pression. Pas de pression. Ta peur, elle peut être là, mais essayer de la dépasser en disant, il n'y aura pas de pression. Oups, j'ai fait tomber You're Never Too Weird on the Internet par terre. Faudrait que je le relise ce livre. Le 4e conseil que j'ai envie de te donner, c'est de ne pas mentir. Alors, il y a cette tendance en ce moment à parler d'authenticité. Il faut être authentique sur Internet. Je trouve que c'est toujours un peu délicat de dire ça parce qu'à partir du moment où tu veux être authentique, c'est là où tu l'es plus. À partir d'un moment où ça devient calculé, c'est là où tu perds la spontanéité. En revanche, je pense que la grosse ligne directrice à avoir, c'est de ne pas mentir. Ce qui est plutôt assez facile. Tu vas me dire, oui, non, je vais pas mentir. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut rester cohérent et veiller à rester cohérente avec toi-même. J'essaie de rester ultra consciente de ce que je partage sur Internet et aussi de ne pas trop dire les choses trop vite. Alors peut-être que c'est un défaut que j'ai parce que les médias, Internet nous ont habitués à avoir des avis tranchés, polarisés. C'est vrai que c'est ce qui fait réagir, c'est ce qui fait cliquer, d'avoir ces points de vue où tu jettes un pavé dans la mare et tu vas dire ce que les autres disent pas ou le dire différemment. C'est peut-être... moi, j'aime bien les nuances et j'aime bien surtout ne pas avoir un avis trop vite sur un sujet sur lequel je vais avoir des croyances, des biais et où je peux me tromper. Donc j'essaie en général de pas dire des trucs avec lesquels je pourrais être en désaccord dans l'avenir. Alors bien sûr, on peut changer d'avis, on peut publiquement publier des erratums en disant je m'étais trompée, mais c'est ça aussi qui va permettre, je pense, de construire la confiance avec les gens. C'est le fait de voir que t'es quelqu'un de fiable. J'ai cet exemple d'une youtubeuse américaine super connue dans le monde du lifestyle et de la mode, qui s'appelle Ashley et qui a une chaîne qui s'appelle Best Dressed. Et pendant des années, elle a fait la promotion du vintage pour des raisons économiques, écologiques. Elle disait, elle faisait beaucoup de vide-greniers, de boutiques de friperie. Et un jour, elle a fait une vidéo en partenariat avec Amazon Prime. Et là, elle s'est fait, défoncer. Enfin, en tout cas, elle a sa communauté qui était assez volumineuse à ce moment-là. Une grosse partie, en fait, s'est retournée contre elle en me disant qu'est-ce que tu fais, en fait ? Pendant des années, tu nous as dit qu'il fallait aller en friperie, acheter des vêtements qui avaient déjà été produits, qui existaient déjà, les détourner, se les réapproprier, parce qu'elle faisait pas mal de tutos couture aussi, d'habits qu'elle réinvestissait. Là, tu nous fais... la promotion d'Amazon, qui est un grand méchant. Et à l'époque, les conditions de travail des salariés d'Amazon étaient justement remises en question. Elle a dû retirer sa vidéo et
par la suite, il y a eu toute cette partie de sa communauté qui s'était retournée contre elle et je pense que ça lui a fait pas mal de tort. Ce qui est fort dommage, je ne suis pas du tout en train de légitimer ce backlash contre elle, mais on peut se tromper, on peut changer d'avis. Mais voilà, je trouve que c'est important de rester en accord avec ce qu'on dit et d'essayer de ne pas se trahir pour ne pas donner l'impression aux autres qu'on les trahit. C'est pour cette raison, moi, que j'essaie d'annoncer la couleur assez rapidement et de ne pas cacher le fait que j'essaie de donner une assise économique à mon projet éditorial. C'est pas un truc tabou, c'est pas un truc honteux, c'est pas un truc que je cache sous le tapis. C'est important. Au début, j'étais pas à l'aise avec ça, mais j'essaie de l'afficher de la manière la plus assumée possible parce que je pense que je rends service aux autres, je me rends service à moi-même. C'est important j'essaie de pas masquer d'intentions, de pas les cacher. C'est important dans la relation que tu souhaites tisser avec les autres. C'est important parce que ça permet aussi de faire un tri par rapport aux gens avec lesquels tu vas te connecter et à la communauté avec laquelle tu as envie de construire. Moi, j'ai pas envie de construire une communauté qui me dit bah non Magali, en fait, je veux que tout ce que tu fasses soit gratuit. Je veux que tu donnes de toi juste gratuitement, bénévolement, et qui n'est pas capable en fait de reconnaître, de valoriser ou de faire un contre-don par rapport à ce que je lui donne. Je trouve ça important. Il y a quelque temps, j'ai eu quelqu'un qui m'a approché de manière masquée en me disant tiens, va voir ce livre, parce que souvent je demande des recommandations de lecture de ma communauté. Va voir ce livre, il est super bien, j'ai adoré le lire. Et je clique sur la recommandation parce que en général, les recommandations qu'on me fait, je vais les voir. Et en fait, je me rends compte que l'autrice du livre, c'était la personne qui me disait « Tiens, ce livre est génial, va aller le lire ». Et je me suis permis de lui répondre en lui disant « Écoute, il n'y a aucune honte de promouvoir son travail. Tu as raison de le faire, en fait. Fais-le. Mais assume-le. N'avance pas de manière masquée. Ne mens pas aux autres. » Enfin, je ne lui ai pas dit ça comme ça, mais c'est le message que j'ai envie d'apporter. C'est plutôt que d'avancer de manière fébrile en essayant de raconter des histoires, essaie de raconter les histoires que tu as envie d'assumer. C'est hyper important pour construire la confiance avec les autres. Si tu as envie de réagir, de me poser des petites questions, n'hésite pas à m'envoyer un message par mail hello@merigraph.com, c'est mon adresse contact, parce que je sens que c'est un sujet qui pourrait, sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Donc mon idée là, c'était plutôt de faire une petite introduction. L'autre conseil que j'aurais donné par rapport au partage sur Internet, c'est pas mon conseil à moi. C'est un conseil que Gary Vaynerchuk, oh là là, j'arrive jamais à dire son nom, donne dans un de ses livres que j'avais lu il y a quelques années, que j'avais écouté. Don't create, document. Souvent, ça peut faire peur de partager sur Internet parce qu'on se dit, ouais, il va falloir que je crée des trucs de toutes pièces. Peut-être que par rapport à ce que tu crées déjà, qui existe déjà dans la vraie vie, et que tu vas devoir faire un truc en plus, et ça peut paraître laborieux. Et son conseil, c'est de ne pas créer des choses en plus, mais de documenter ce que tu fais, de raconter ce que tu fais, de raconter ton processus. C'est beaucoup plus simple parce que c'est comme si t'appelais ta famille pour donner des nouvelles. En fait, c'est une façon de donner des nouvelles et de leur dire voilà où j'en suis. L'idée derrière ça, c'est de trouver des petites façons simples de partager et de pas se prendre la tête. Ça peut être très simple de partager sur Internet. J'ai encore 2 conseils à te partager. L'avant-dernier conseil, c'est le fait de te dire si tu n'as pas d'idée de quoi partager, tu peux commencer par cette question, qu'est-ce que moi j'aurais envie de voir? Quel est le contenu qui me plaît le plus? Ça peut être un point de départ, de se dire, je crée ce que j'aurais envie de voir. Le dernier conseil que j'avais envie de te donner, c'est ne te censure pas trop et ne te retiens pas trop, surtout au début. Partager sur Internet, c'est avant tout expérimenter. On peut avoir cette envie peut-être au début de se dire, je vais avoir quelque chose de très contrôlé, une vraie ligne éditoriale. Mais ça, c'est quelque chose qui se construit encore une fois avec le temps. Laisse-toi expérimenter. Internet, c'est un espace qui est super fluide, qui bouge tout le temps. Peut-être que demain, il y a une nouvelle plateforme qui s'ouvrira. Et les usages changent. Les attentes peuvent évoluer. Tes envies
à toi peuvent évoluer aussi. Je crois que c'est important de se laisser expérimenter parce que si tu regardes les créateurs et créatrices sur Internet, justement, ils peuvent évoluer beaucoup dans ce qu'ils proposent. Bifurquer, c'est aussi ce qui te permettra de peut-être faire des choses nouvelles, voir ce qui plaît ou ce qui plaît pas et au fur et à mesure pouvoir mieux comprendre les attentes, les besoins des personnes qui vont rentrer en contact avec toi. Essayer de continuer à mieux les aider, à construire une relation avec eux. Toi, tu penses qu'on a quelle relation ensemble? Tu peux m'envoyer un petit message pour me dire. Si tu as envie de me soutenir, si tu as envie de soutenir mon travail et ce que je partage sur Internet, il y a plusieurs façons. Si les premiers épisodes de ce podcast t'ont plu, tu peux aller le commenter, le noter, lui donner 5 étoiles, le mettre en favori dans l'application que tu utilises, ton application de podcast ou sur iTunes. Je crois que c'est iTunes ou l'App Store. Tu peux le partager autour de toi aussi si tu as envie, si tu as des personnes qui pourraient être en affinité avec ce que je partage. Si tu as envie d'aller plus loin dans ton travail créatif, que tu as vraiment envie de prendre en main tes projets, ta vie et tes projets, je propose une série d'ateliers en ligne créés. Il y a un atelier gratuit auquel tu peux accéder sur merigraph.com/créer qui te donnera un petit avant-goût de l'univers des vidéos en ligne que je partage de mes ateliers et voir si ça te plaît, si tu as envie de continuer l'aventure. Je suis en train de perdre ma voix et je crois que je vais te laisser pour pas grésiller dans tes oreilles avec une voix désagréable. Je te remercie énormément de m'avoir donné de ton temps pour écouter ces premiers épisodes. J'espère qu'ils t'ont plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses vraiment, si tu as des petites questions. Là, c'est des épisodes que j'enregistre vraiment à chaud en mode freestyle. Et j'aimerais bien au fur et à mesure peut-être intégrer des petits mémos vocaux. Donc si tu as envie de m'envoyer un mémo vocal par mail, n'hésite pas. hello@merigraph.com. J'espère que tu vas bien et je te dis à la prochaine. Salut! Waouh, je perds définitivement ma voix.